Bonjour Monsieur Mbello, Bonjour, monsieur Etienne Ngandou. bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbello, cette semaine, les chercheurs congolais Anissé Moubé a développé une réflexion intéressante dans le média français L'Express, hein. Il parle de Joseph Kabila qui craint d'être pris dans son propre piège. Bon, il parlait à l'époque, hein, des élections qu'il y a eu il y a 2 ans en RDC. Et 3 ans après, il affirme que Joseph Kabila se retrouve dans la nasse et que les Congolais ont déjoué les pièges qui leur a tendus lors des concertations nationales. Partagez-vous cette analyse de Anissé Mobé? Oui, il y a bien des points de cette analyse-là que je partage. Et c'est surtout quand il aborde la question de l'éveil des consciences dans la diaspora congolaise et qu'il en appelle à la cotisation de 100 euros pour le Congo. Mais pour ce qui est de Monsieur Joseph Kabila, euh, je ne suis pas tout à fait sur une même lancée que lui. Euh, je le dis dans la mesure où ce qui a été initié n'était pas du tout de l'initiative de Monsieur Joseph Kabila. Monsieur Joseph Kabila, on lui fait jouer des rôles. Il assume les rôles qu'on lui fait jouer. J'estime pour ma part que ça serait lui accorder trop d'importance que de croire qu'il tend des pièges ou lui-même est finalement pris. Non, il joue des rôles dans un contexte d'un réseau transnational de prédation comme nous cessons de le dire. Alors ce rôle-là ne devrait pas être pris beaucoup plus au sérieux que celui que jouent les acteurs majeurs. C'est là que je ne partage pas tellement cette analyse de notre chercheur Anissé Mobé, qui a par ailleurs bien des côtés et positifs, quoi. Mais il poursuit en affirmant, hein, que de l'escroquerie politique de l'AFDEL à la forfaiture, hein, il affirme que la forfaiture que constitue la révision constitutionnelle de janvier 2011 est celle projetée pour contourner les prescrits constitutionnels limitant à 2 le nombre des mandats présidentiels, ainsi que les hold-up électoral de novembre 2011, n'est pas un simple incident de parcours. Elle illustre piteusement les multiples contradictions qui ont émaillé l'intrusion et l'ascension de Joseph Kabila dans le champ politique grâce à l'armée rwandaise et les renforcements de sa position dans l'appareil militaire ainsi que sur l'échiquier politique. Ainsi, pour Anissé Mouvé, pas de doute, Joseph Kabila serait un cheval de Troie du Rwanda. Oui, mais c'est là que son analyse est intéressante. Il remarque que ce monsieur-là assume certains rôles. Et le rôle qu'il assume depuis la fausse guerre de libération de l'AFDEL, c'est celui de cheval de Troie. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, mais comment passer d'un cheval de Troie à monsieur qui serait pris au sérieux comme président de la République? Hein, il continuerait sur cette lancée-là. Je partagerai en tout et pour tout son point de vue. Donc, pour revenir à votre question, dans un État manqué où des acteurs mineurs assument certains rôles, on ne peut même pas parler de constitution. Peut-être qu'on va y revenir tout au long de notre échange. Il y a ce que nous avons dénommé l'autre fois l'inversion sémantique. Vous avez aujourd'hui au Congo des structures formelles qui nous donnent l'impression que ce pays-là est un État normal, alors que quand vous allez au contenu de ces structures formelles, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Le contenu de ces structures n'a rien à voir avec ce que ces structures représentent formellement. Donc, qu'on tripatouille
la constitution ou pas, la question fondamentale est que le Congo est un État manqué. Comment voulez-vous que dans un État manqué, il y ait une constitution que l'on respecte? Hein? L'une des caractéristiques des États manqués, c'est d'avoir des structures formelles qui donnent l'impression, la belle impression que on est dans un État convenable comme tous les autres, mais comme je venais de le dire, du point du contenu réel de ces structures, il n'y a rien, il n'y a rien. Ce sont des structures vides qui fonctionnent sur fond de l'inversion sémantique. On va vous parler de la démocratie, là où il y a la dictature, là où il y a la barbarie, là où il y a l'ensauvagement. Ne nous laissons pas beaucoup trop prendre par les structures formelles sans analyser en profondeur leur contenu et l'inversion sémantique sur laquelle ces structures sont fondées. À la fin de son analyse, Anissé Mobé affirme que ce pays reste un gisement inépuisable des richesses humaines, des ressources culturelles et économiques, des compétences scientifiques et d'excellences intellectuelles. L'intense mobilisation politique des diasporas congolaises, la créativité sociale des masses congolaises et la probité intellectuelle des nombreux universitaires sourds aux sirènes du pouvoir suggèrent que l'immense majorité des Congolais refusent que leur pays soit pris en otage par des analphabètes politiques tirant leur légitimité des appuis extérieurs, expression d'un patriotisme éprouvé. Ces refus ouvrent des perspectives d'espoir qu'il appartient aux diasporas de concrétiser. Fin de citation. Monsieur Mbelou, ainsi la diaspora aurait un rôle considérable à jouer dans ce schéma que Anissé Mobé propose? Oui, j'estime que la diaspora a un rôle on ne peut plus important à jouer dans le travail de l'éveil des consciences congolaises, dans le travail de l'insurrection des consciences congolaises, mais aussi dans le travail d'une organisation qui puisse travailler en synergie avec les masses congolaises qui sont au pays. La diaspora ne peut rien faire de l'extérieur sans une synergie vivante avec les masses qui sont au pays. Hein? Ce qui freine un peu le travail de la diaspora, c'est la communication permanente avec ces masses qui sont au pays. Souvent, la communication se limite au transfert d'argent. Petit à petit maintenant, avec les médias alternatifs comme Congo Mikili, comme Voice of Congo, comme l'autre média là de Jano Kabouya, on sait de plus en plus aller au fin fond de nos villages pour voir ce qui s'y passe, mais j'ai plus ou moins l'impression qu'une organisation qui soit sérieusement efficace, hein, qui relie la diaspora congolaise à sa base, qui est au pays, et cette organisation-là est en train de piétiner. Il faudrait qu'elle se mette rapidement en place pour pouvoir amorcer cette lutte du changement en profondeur au niveau du pays. Mais rappelons que la diaspora elle-même, elle est plurielle, hein, elle est multiple, et on voit à l'occasion que quelquefois elle se déchire, hein, sur la lecture qu'il y a de la situation qu'il y a au Congo et des solutions à y apporter pour mettre fin à la dictature qui est en place. Oui, vous avez raison, elle est plurielle. Et la pluralité de notre diaspora devrait être lue comme étant beaucoup plus une richesse qu'un handicap à une bonne organisation à l'extérieur de notre pays. Cette pluralité devrait d'abord commencer par créer des lieux d'échange et de débat. Hein, la diaspora congolaise, dans sa pluralité, aspire à voir
le Congo devenir un État de droit, un État démocratique, un État où l'on pratique la démocratie participative. Voilà pourquoi elle devrait commencer par donner l'exemple, c'est-à-dire s'engager dans des échanges qui lui permettent de s'organiser efficacement. Hein, dans l'article auquel vous veniez de faire allusion, l'article d'Anissé Mobé, il fait allusion par exemple aux 100 euros pour le Congo. Hein, jusque-là, la diaspora congolaise envoie des sous à sa famille, à ses différentes familles. Mais elle devrait aussi penser, par exemple, à constituer une banque familiale congolaise qui pourrait soutenir les actions qu'elle mène. Donc sur ce point-là, elle a encore des efforts à conjuguer. Mais je vois de plus en plus ces efforts-là, des petits efforts qui commencent à porter leurs fruits. Je vois par exemple les jeunes de Ingeta qui s'organisent, qui organisent des universités où ils vont se rencontrer pour étudier notre histoire, pour étudier par exemple les résistants de notre histoire. Ils ont leur site, ils ont leur Facebook. J'ai vu dernièrement le Front pour le combat intelligent qui s'est aussi réuni. J'ai vu le groupe qui travaille avec Monsieur Alongo qui a passé 2 jours à Bruxelles pour échanger sur la situation du pays. Et je vois les efforts que beaucoup d'autres groupes conjuguent à l'extérieur de notre pays pour pouvoir aider ce pays-là à aller de l'avant. Mais si jamais demain on arrivait à une bonne coordination de tous ces efforts qui sont encore épars, j'estime que là, la diaspora aura fait un grand bond en avant. Une bonne coordination, mais aussi un bon engagement pour créer les moyens de la politique de la diaspora congolaise. On ne va pas transformer le Congo avec les slogans. Hein. S'il n'y a pas de moyens conséquents qui sont mobilisés, nous risquons de faire du surplace. Très bien, des chercheurs du projet Uzalama se sont plongés pendant 18 mois sur les motivations et les modes de fonctionnement des groupes armés en RDC. Hein, une analyse instructive pour mieux comprendre les conflits dans cette région. Et la question à laquelle ils sont arrivés, c'est celle-ci. Que savons-nous des groupes armés et des rébellions qui sévissent depuis maintenant 20 ans en RDC? Et M. Mbelou, que savons-nous de tous ces groupes armés et rébellions qui sévissent depuis maintenant près de 20 ans dans notre pays? Nous savons que ce sont des groupes qui se reproduisent à partir de 3 pays, de l'Ouganda, du Rwanda et du Congo, avec le soutien des parents extérieurs, les Britanniques et les Américains beaucoup plus particulièrement, et leurs alliés. Donc ces groupes se reproduisent, et chaque fois, comme les analystes le disent là, chaque fois qu'un groupe est dissous, il se reproduit en changeant de dénomination. Hein? Les exemples sont donnés dans ce texte-là. Le RCD s'est converti en CNDP. Après, donc l'AFDEL une partie s'est convertie en RCD. Quelque temps après, le RCD s'est converti en CNDP. Et après le CNDP, c'est le M23. Demain, nous risquons d'assister à la naissance du M24 ou du M27. Pourquoi? Parce que les accords signés, comme les auteurs de ce texte-là le disent très bien, comportent en eux-mêmes les signes de la reproduction de ces mouvements, de ces milices ougando, rwando, congolaise, voilà. Mais, vous savez, quand j'ai lu ce texte-là, il y a un nom qui a retenu mon attention. J'ai cherché à savoir où j'avais réellement vu ce nom-là. C'est le nom de, si je ne m'abuse pas, le nom de Jason Stern. Oui, c'est Jason Stern. Ce nom
cet analyste qui travaille dans le projet Usalama, le projet qui est supposé contribuer à l'avènement de la paix au Congo et dans la région des Grands Lacs, cet analyste est cité dans le livre de Ralph Kusters, Chasseur des matières premières, à la page 212. Curieusement, et c'est intéressant de faire ce genre de travail et d'analyse, curieusement, le même qui fait des analyses est employé par les Américains, qui travaillent au projet, à l'initiative publique-privée, financée par l'USAID, et l'entreprise, l'initiative qui travaille, qui est portée par 21 entreprises privées. Voilà une réflexion que je me suis faite après. J'ai dit, tiens, donc ils font des analyses à l'intérieur de notre pays, à l'intérieur de la sous-région des Grands Lacs. Ils portent un nom qui semble donner l'impression qu'ils contribuent à la paix. Or, ils travaillent main dans la main avec ceux qui voudraient passer de la protection des Congolais au protectorat congolais pour les entreprises multinationales, pour les États-Unis et d'Amérique. Voilà comment on peut, encore une fois, mettre le doigt sur la question de l'inversion sémantique. Projet Usalama, projet pour la paix, mais c'est un projet qui porte en lui les germes de la guerre, les germes de la dépossession, les germes de la balkanisation économique du pays. Donc, si nous ne sommes pas attentifs à toutes ces dénominations, à toute cette inversion sémantique, nous risquons de travailler, comme nous le faisons déjà, comme certains d'entre nous le font déjà, avec les balkanisateurs du pays. C'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Peut-être que nous y reviendrons encore au courant de l'émission. Très bien. Autre chose, le 24 février 2013, 11 pays d'Afrique centrale et orientale signaient l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces États se sont engagés à ne pas soutenir les groupes armés actifs, notamment en RDC, et à réformer police et armée. Mais aujourd'hui, les mécanismes nationaux de suivi de ces réformes semblent au point mort. C'est Radio France Internationale qui a procédé à cette analyse. Avez-vous également l'impression que ces mécanismes de suivi semblent au point mort? Moi, je ne pose pas la question en ces termes-là. Il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu un semblant d'accord. Souvenez-vous qu'au moment où l'on travaillait à cet accord-là, j'ai publié 2 ou 3 articles intitulés ces accords dont nous connaissons les secrets. Je n'ai plus maintenant en tête le titre exact. C'est-à-dire quoi? Ces textes sont semblables aux traités qu'on a fait signer à nos aïeux quand les esclavagistes et les autres négriers prenaient possession de notre pays, de certaines parties de notre pays. On faisait signer à ces messieurs-là des traités dont ils ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. Ça a été la même chose avec plusieurs accords signés sur le Congo. Le texte auquel nous faisions allusion, le texte du projet Usalama, le dit très bien. Tous les accords ont comporté en eux les germes des conflits et de la résurgence des milices rwando-ougandaises. Voilà. Donc, il n'y a rien eu. Il y a eu une agitation autour d'un texte dont les initiateurs connaissent beaucoup plus les tenants et les aboutissants que ceux qui se sont agités au niveau de notre pays. Alors aujourd'hui, le projet qui est en train de se concrétiser à l'est de notre pays, c'est celui de l'initiative publique-privée
soutenu par 21 entreprises multinationales. Un autre projet qui s'est concrétisé, c'est celui du marché du libre-échange dont les assises se sont tenues dernièrement à Kinshasa. Ce sont là certains objectifs qui sont poursuivis par les balkanisateurs de notre pays. Alors, quand on vous parle de l'accord cadre, du traité de ceci, de cela, c'est simplement du bluff. Ce qui est poursuivi à l'est de notre pays, et même dans la sous-région des Grands Lacs africains, et même en Afrique de l'Est en général, c'est quoi? C'est de faire de tout cet espace-là un marché, un grand marché où les règles pourront être la privatisation, la déréglementation et le libre-échange. Un point, un trait. On voudrait transformer l'espace africain en un marché non régulé, mais un marché surveillé par les milices qui sont en train de pulluler dans cette partie de l'Afrique-là, mais beaucoup plus aussi par l'armée du Rwanda et de l'Ouganda. Nous n'avons pas à nous faire beaucoup d'illusions sur les éventuels accords qui seraient signés afin que le Congo puisse recouvrer sa paix. Non, nous marchons vers la transformation pure et simple de cet espace de l'Afrique en un marché non régulé. Oui, toujours à propos de cet accord cadre, RFI poursuit en affirmant ceci, pas de règlement intérieur, pas d'attribution claire des postes et une seule réunion du comité de pilotage en près d'un an. Depuis qu'il a été créé, il y a 9 mois, le mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba ressemble à une coquille vide. Mais M. Mbelo, pourtant, au Congo, Joseph Kabila avait désigné François Mwamba comme celui des responsables du suivi de ce fameux accord d'Addis Abeba. Oui, mais voilà, c'est du théâtre. Hein? Le texte le dit très bien, cet accord est une coquille vide. Alors, on vous met des gens qui s'agitent pour vous convaincre qu'ils travaillent. Comment est-ce qu'on peut travailler sur fond d'une coquille vide? C'est une agitation qui participe de la prédation du pays. Ils se donnent entre eux. Cette petite bourgeoisie comprador s'attribue des postes, se distribue des sous, et c'est fini. Sur fond d'une coquille vide, voilà. Mais lui, François Mwamba, on l'entend régulièrement à Kinshasa, il organise des conférences de presse pour parler de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la RDC qui ne doit pas être violée. Est-il dans son rôle naturel par rapport à ses attributions, puisque vous parlez d'une coquille vide là? Mais comment est-ce qu'on peut parler de souveraineté quand le pays est sous tutelle? C'est un usage abusif des mots. Il n'y a pas de souveraineté. Nous ne sommes pas. Le Congo actuel n'est pas un pays souverain. C'est un pays sous occupation des étrangers, sous la tutelle de l'ONU. Il n'y a pas de souveraineté là où il y a la tutelle. Donc, c'est une confusion dans laquelle M. François Mwamba voudrait nous entraîner. Et son exercice médiatique participe de la désinformation de nos masses populaires. Sur ce point-là, ceux qui font partie de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la classe politique congolaise, qui œuvre à partir du pays, sont en train de passer maître en désinformation. Ils parlent de la démocratie, ils parlent de la souveraineté, ils parlent de ceci et de cela, alors qu'il n'en est rien. Le Congo n'est pas un pays. Le Congo actuel n'est pas un pays souverain. C'est un pays sous occupation et sous tutelle de l'ONU. Ce n'est pas un pays souverain. Et c'est un État manqué. Voilà. Très bien. Autre chose, au vu de l'intolérance politique qui règne actuellement au Congo, les quotidiens quinois, les phares a publié une réflexion sur les doutes qu'il y a à appliquer la Constitution en RDC. C'est ainsi que l'Union européenne et la MONUSCO ne sont pas restés insensibles aux bavures policières enregistrées dans la foulée de la caravane de la paix
des Vital Kamerhe au nord et au sud Kivu, ainsi que de la campagne de Martin Fayoulou et de ses compagnons pour la collecte des signatures en faveur de la pétition contre l'abbé Maloma, le président de la CENI. Monsieur Mbelou, est-ce qu'il faut vraiment que voilà, l'Union européenne et la MONUSCO nous rappellent les règles qu'il y a à suivre pour que la Constitution soit effectivement appliquée au Congo? Monsieur Etienne Ngandou, n'oublions pas rapidement le livre de Charles Onana intitulé Europe, crimes et censure au Congo, les documents qui accusent. L'Union européenne parle de quoi? L'Union européenne, c'est qu'elle est complice de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Pour avoir financé les élections de 2006, pour avoir soutenu des imposteurs, pour être intervenu au Congo avec des chars, et les documents qui sont produits dans le livre de Charles Onana n'ont jamais été démentis jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette Union européenne soutient les imposteurs qui sont au pouvoir au Congo. Et elle tolère leur ensauvagement. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que maintenant, cette même Union européenne a soutenu les fascistes en Ukraine? Elle parle de quoi? Elle parle de quoi? Donc, n'oublions pas rapidement ce livre de Charles Onana. Ça, c'est d'un de deux. Comme je venais de vous le dire, l'une des caractéristiques des États manqués, c'est d'avoir des structures formelles qui peuvent être dites démocratiques, mais dont le contenu signifie tout simplement le déficit de la démocratie. Si cette constitution qui a été fabriquée en dehors de notre pays avait été suivie, ne fût-ce que dans ces quelques articles concernant le respect de la vie, cette constitution-là dit que la vie est sacrée. Si cette constitution n'avait été suivie que sur ce point-là, il n'y aurait pas eu autant de morts depuis 2006 jusqu'à ce jour. Vous imaginez que cette constitution avait été votée au référendum quand on a tué les gens à Kinshasa en 2006. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Absolument rien. Absolument rien. Il n'y a rien eu. Il y a eu le texte de la FIDH, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, intitulé La dérive autoritaire au Congo, un texte publié en 2009. Quand vous lisez le texte, vous voyez comment nos compatriotes ont été assassinés. Et déjà à ce moment-là, Floribert Chebeya, en 2006, Floribert Chebeya sentait que sa vie était en danger. Il n'a pas été protégé, il a été tué. Donc, si nous perdons de vue que ce pays-là est un État manqué et que sa constitution ne peut pas être respectée parce que elle est constitution tout simplement pour la forme. Ce n'est pas pour le fond. Comment voulez-vous qu'un pays qui se dit démocratique, où on parle de plus en plus de la jeune démocratie, puisse avoir des imposteurs qui rejettent tout débat public, toute association entre citoyens, tout pluralisme politique. Donc, il n'y a que l'un ou l'autre parti de la majorité présidentielle, dite présidentielle, qui peut s'exprimer, organiser des manifestations. Les autres n'ont pas droit au chapitre. Dieu merci, ils essayent tant soit peu maintenant de pouvoir aller au-delà des interdictions du pouvoir fantoche de Kinshasa. Mais même là, où est la place de notre peuple dans tout ça? Donc la Constitution n'est pas respectée parce que le Congo actuel est un État manqué. Ces structures formelles sont vides de contenu. On peut parler de pluralisme politique, on peut parler du respect de la vie, on peut parler des droits sociaux, mais
rien n'est fait concrètement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, les Mais M. compatriotes Mbello, disent oui, oui. l'Union européenne et la MONUSCO ont rappelé aux autorités congolaises que les manifestations pacifiques étaient autorisées par la Constitution. Par conséquent, il n'y avait pas de raison de fermer l'espace politique aux activités des membres de l'opposition. Et ils ont souhaité que la liberté d'expression et des manifestations soient garanties de manière égalitaire à toutes les sensibilités politiques et sociales du pays. Ben, on peut se poser la question là, est-ce une incantation lorsqu'on sait que depuis maintenant près de 8 ans, euh, voilà, hein, l'opposition n'a pas droit au chapitre. C'est peut-être pendant la période de la campagne électorale en 2011 que ils se sont un peu exprimés, mais après ça, il n'y a plus rien. Oui, Et et la MONUSCO et l'Union européenne connaissent très bien la situation. Pourquoi les dire maintenant seulement? mais ce n'est pas la première fois qu'il parle de ça. Mais relisez tous les rapports qui ont été publiés depuis 1994 jusqu'à ce jour, à commencer par le rapport Gersony de 1994 jusqu'à ce jour. Tous ces rapports parlent des violations des droits humains. Les droits humains qui sont censés être protégés par la Constitution. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que les auteurs de ces violations flagrantes des droits humains et des textes constitutionnels puissent être mis hors d'état d'agir? Nous avons vu, l'ONU est au Congo, et nous avons vu comment, avant les élections de 2011, on a dû changer un article de la Constitution. Qu'est-ce que l'ONU a fait? Absolument rien. Qu'est-ce que l'Union européenne a fait? Absolument rien. Quand ces questions-là se posent, ils vont vous dire, non, mais ce sont des questions d'ordre intérieur. Nous n'allons pas interférer. Donc, comme vous le dites, ce sont des incantations inutiles. Alors, maintenant, à quoi est-ce qu'ils nous préparent? Est-ce qu'elle nous prépare l'ONU et l'Union européenne? Elles sont en train de nous préparer au fiasco qui va avoir lieu en 2016. Il n'y aura pas d'élection, vous verrez. Il n'y aura pas d'élection en 2016. Ils vont répéter les mêmes incantations en vous disant, nous aurions voulu qu'il y ait des élections libres, transparentes et démocratiques, mais qu'est-ce que nous pouvons face à des acteurs politiques qui ne savent pas suivre les conseils que nous leur donnons? Donc nous n'allons pas interférer dans les affaires intérieures. Mais pourquoi est-ce qu'ils font elles font tout ce jeu-là? C'est parce que elles sont prisonnières du néolibéralisme. Et elles n'ont rien à voir avec la démocratie. Souvenez-vous, je vous ai cité à plusieurs reprises 2 livres. Le livre de Christophe Deloire et Christophe Dubois, intitulé Quercus Politicus. Quand vous lisez ce livre-là, vous vous rendez compte que l'Union européenne ne pratique plus la démocratie. Un exemple, en 2005, quand on a organisé un référendum sur le traité européen et que les Français ont dit non, ils sont passés outre, ils ont dû organiser autre chose pour que les Français finissent par dire oui. Non, ne nous laissons pas berner par certaines expressions que nous utilisons nous-mêmes pour dire nous sommes dans les pays des vieilles démocraties. Relisez, si vous avez le temps, Quercus Politicus, vous verrez que même les pays de l'Union européenne sont devenus des marchés sans plus. Il y a quelques acquis qui subsistent encore, les acquis des luttes menées par les ouvriers et les autres démocrates de ces pays, la liberté d'expression, ceci, cela, mais ça, ce sont des acquis de longue lutte. Mais ce n'est pas synonyme que ces pays sont encore des démocraties, ce sont des marchés. Et le deuxième livre que je vous ai cité, c'est Rapport Lugano 2, le livre de Suzanne Georges, Rapport Lugano 2. Cette fois-ci, il faut en finir avec la démocratie. Mais rappelez-vous que depuis longtemps, il y a quelques mois ou quelques années, mais quelques mois je pense, je vous ai renvoyé à un livre de Noam Chomsky intitulé 2 heures de lucidité. Dans 2 heures de lucidité, Noam Chomsky montre que depuis les années 60, les pays dits de vieille démocratie combattent la démocratie parce qu'ils sont contre la participation citoyenne. Il y a eu un livre
écrit par les membres de la trilatérale intitulé La crise de la démocratie. Ça doit être vers les années 67 et les années 70. Donc, quand on oublie tout cet arrière-fond, cette lutte qui est menée contre la démocratie dans les pays occidentaux, on croit que quand les représentants de ces pays-là sont en Afrique ou au Congo, ils vont prôner la démocratie. Comment voulez-vous qu'ils aillent prôner la démocratie qu'ils sont en train eux-mêmes de combattre chez eux? Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de démocratie. Ils prônent un marché libre. D'ailleurs, l'Union européenne est prête à conclure un accord de libre-échange avec l'accord transatlantique avec les États-Unis pour que l'Europe devienne davantage un grand marché. Donc, vous voyez, il faut toujours avoir tout cela en tête pour comprendre ce qui se passe chez nous. Très bien, pour finir, Radio Okapi, la radio de la mission des Nations Unies en RDC, a fêté son 12e anniversaire cette semaine. Et c'est le 25 février 2002 que la radio Okapi a diffusé depuis Kinshasa ses premières émissions. Et à l'occasion de cette célébration, Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a salué les rôles de Radio Okapi dans la construction d'une société démocratique en RDC. Monsieur Mbelou, Radio Okapi, ça va faire maintenant 12 ans, est devenu comme les médias de référence en RDC par son objectivité, même si quelquefois Radio Okapi s'autocensure lui-même. Mais qu'est-ce qui fait que cette radio du système des Nations Unies devienne un média de référence pendant qu'il y a des médias officiels qui disposent de moyens conséquents, mais qui ne jouent pas ces rôles-là? Bon, est-ce que la radio Okapi est une radio de référence? Je parlerai d'une radio d'occupants. Les occupants ont des médias dominants. La radio Okapi fait partie des médias dominants au Congo. C'est ainsi qu'elle est presque l'unique radio qui peut être suivie sur toute l'étendue de notre territoire. Et ces journalistes sont protégés. Or, les journalistes des autres radios du Congo ne bénéficient pas d'autant de protection que les journalistes de la radio Okapi, même si certains d'entre eux ont été aussi tués par le passé. Donc, sans protection conséquente, dans un état manqué, les journalistes ne peuvent pas faire du bon travail. C'est d'un. De deux, où est-ce que ces journalistes sont formés? Ça, c'est aussi un problème. Comment voulez-vous qu'on ait des bons journalistes dans un pays où l'université ne fonctionne presque plus, où tout s'achète, même les diplômes? Et il y a aussi beaucoup de journalistes qui se forment sur le tas. Ce n'est pas parce que on se forme sur le tas qu'on ne peut pas être bon, mais pour revenir à ce que nous venions de dire il n'y a pas longtemps, dans un pays où les gens ont peur d'être tués par le pouvoir fantoche, tout ce que les journalistes trouvent à faire, c'est quoi? C'est jeter des fleurs, devenir les turiféraires de ce pouvoir fantoche. Même si il y a quelques exceptions qu'il ne faudrait pas négliger. Vous avez fait allusion à un article du journal Le Phare sur lequel nous avons pu faire un petit commentaire. Mais quand vous lisez cet article-là, vous sentez que c'est du bon travail. Mais n'oubliez pas que les journalistes qui excellent dans ce bon travail, à un certain moment, ont des problèmes avec le pouvoir en place, le pouvoir fantoche en place. Et dans un passé pas très lointain, beaucoup de télévisions, des opposants entre griffes au pouvoir fantoche en place, ont été fermés. Donc, c'est aussi lié au fait que ce pouvoir fantoche ne veut pas entendre un autre son des cloches en dehors de la fabrication du consentement auquel il s'adonne, en dehors de la désinformation auquel il s'adonne, en dehors de la lobotomisation à laquelle il s'adonne. Donc, éviter d'autres sons de cloche, coloniser mentalement nos populations, les décerveler
pour en faire des proies faciles de la misère anthropologique dans laquelle elles sont plongées aujourd'hui. Donc, qui a les médias a aussi le pouvoir. Voilà des choses que nous ne devrions pas oublier. Hein, vous êtes en train d'assister aujourd'hui à tout ce qui se passe autour de l'Ukraine à travers les médias dominants. Donc, les médias servent à conserver le pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir fantochaque, c'est ça, le savent, hein, et surtout avec notre ami Lambert Mende. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.